Bonjour à tous. Pourquoi un iPhone coûte-t-il nettement plus cher qu'un verre d'eau pure? Pourquoi une table ou un meuble en bois coûte-t-il plus cher que le bois dont il est fait? Parce qu'il y a du travail à fournir pour fabriquer les planches, ainsi que pour fabriquer le produit lui-même, sous forme de meuble. Tous ces exemples reflètent la théorie de la valeur travail. C'est la principale théorie utilisée depuis le 19e siècle. Autrement dit, le prix, selon cette théorie, ne dépend que du travail fourni. Logique? Non, en fait, ce n'est pas logique, c'est faux. Pourquoi, par exemple, un iPhone est-il nettement plus cher qu'un téléphone chinois Xiaomi, alors que le travail physique nécessaire à la fabrication des deux produits est à peu près le même? Contrefaire un tableau célèbre demande beaucoup d'efforts, mais une contrefaçon coûtera toujours moins cher que l'original. Sophie Rhin, mannequin de 20 ans, gagne 43 millions de dollars par an sur OnlyFans. Elle ne travaille pas aussi dur physiquement qu'un mineur, un ouvrier du bâtiment ou un médecin, par exemple, mais elle est bien mieux payée. Travailler dans une mine de charbon coûte moins cher que le même travail dans une mine d'or. En conclusion, le prix et la valeur d'un produit ou d'un service ne dépendent pas toujours uniquement du travail investi. Le prix d'un iPhone en ville et sur une île déserte sera très différent. L'histoire du siège de Leningrad, par exemple, connaît des cas où des bijoux en or, des diamants et des diamants ont été échangés contre un simple morceau de pain. Un verre d'eau dans votre cuisine ou dans le désert, quel est son prix? En réalité, si vous n'avez pas bu d'eau pendant plusieurs jours dans le désert, vous abandonnerez tous vos smartphones et tous vos bijoux pour un verre d'eau. Conclusion, la valeur est toujours subjective. Cela ne dépend pas tant des caractéristiques qualitatives du produit ou du travail investi, mais des besoins spécifiques du consommateur. La valeur d'un objet, même bon marché, offert par un proche, peut être bien plus élevée pour vous personnellement que pour tout le monde. Quand votre grand-mère, ayant cultivé un sac de pommes de terre dans son jardin, vous l'offre du fond du cœur. Mais vous grimaciez, car pour vous, citadin, un sac de pommes de terre ne représente pas grand-chose. Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement l'acheter à un prix relativement bas dans n'importe quel supermarché. Vous et votre grand-mère ne vous comprendrez jamais. Car idéologiquement, en termes de valeur, vous êtes à des pôles opposés. Parce qu'elle vit selon les principes de la théorie du travail du 19e siècle, et que vous vous appuyez sur la théorie moderne de la valeur subjective. Pour votre grand-mère, un sac de pommes de terre a une grande valeur, car elle y a consacré beaucoup de son temps. Mais pour vous, ce ne sont que les caprices d'un parent âgé. La valeur est donc toujours subjective, car elle est déterminée non par le travail fourni, mais par les besoins d'un consommateur, d'une personne spécifique. Allons plus loin. Dites-moi, les besoins humains sont-ils constants, statiques? Réponse, non, ils ne sont pas constants et évoluent avec le temps. Imaginez que, pour une raison impérieuse, vous n'ayez pas mangé depuis 2 jours et qu'on vous montre un sandwich à la saucisse. Vous avez faim et vous le dégustez avec plaisir. Les bienfaits de ce premier sandwich pour votre corps seront énormes, car vous avez faim, le corps a besoin de reconstituer ses fonctions énergétiques et plastiques. Vous mangez le premier sandwich, les bienfaits sont immenses. On vous en donne un deuxième, vous le mangez également. Il est également parfait, délicieux et rassasiant. Le troisième sandwich vous procure une certaine satiété. Le quatrième sandwich sera probablement inutile, mais vous le fourrez quand même. Et le cinquième sandwich ne rentrera probablement pas, il ne fera que nuire à votre corps. Ainsi, l'utilité du premier sandwich est énorme, celle du cinquième est nulle, vous n'en avez pratiquement pas besoin, vous pouvez le jeter. Et l'utilité des unités de biens ou de services consommés diminue progressivement. Dans ce cas, l'utilité marginale a déjà été atteinte avec le troisième ou le quatrième sandwich. C'est tout, alors le bénéfice s'arrête et seul le mal commence. Ou vous êtes dans le désert et on vous donne un verre d'eau. Oh, comme vous le buvez avec gourmandise, comme vous vous sentirez bien. Le deuxième verre lui aussi a fait un bon vol. Le troisième verre vous êtes déjà ivre. Le quatrième verre d'eau est inutile, mais vous pouvez le boire au cas où. Et c'est l'utilité marginale. Et le cinquième verre n'est plus nécessaire, vous pouvez le verser dans le sable ou simplement vous laver les mains avec cette eau. Et si vous n'êtes pas dans le désert, mais dans votre cuisine, que vous n'avez pas soif et que vous buvez le premier verre, l'utilité maximale est atteinte après le premier verre. Et les deuxième et troisième verres ne vous sont plus nécessaires? Parce qu'il n'y en a pas besoin, vous n'êtes pas prêt à les acheter. À l'aide de ces exemples simples,
je vous montre comment fonctionnent les principes de la théorie économique moderne des besoins. L'utilité marginale n'est pas une valeur statique et évolue constamment. Plus vous consommez d'unités d'un bien ou d'un service, moins elles ont de valeur pour vous. Les besoins se divisent à leur tour en besoins de premier niveau, de second niveau, etc. Manger, boire, se loger, se chauffer, se déplacer, ce sont des exemples de besoins de premier niveau. Pour les satisfaire, il existe des biens de premier niveau, nourriture, eau, maison ou appartement, chauffage, voiture. Ce sont les secteurs dans lesquels les besoins des personnes sont relativement constants. Et ceux dans lesquels il est possible d'investir en permanence, l'immobilier, la production agricole, l'énergie, l'extraction minière. Ce sont les plus grandes industries. Mais, par exemple, investir dans certaines entreprises turquoises, dans des technologies informatiques répondant aux besoins des deuxième et troisième niveaux, est déjà risqué, car plus les besoins humains sont élevés, plus ils peuvent évoluer de manière dynamique, plus la volatilité et les fluctuations de prix sont importantes. Autrement dit, il est plus facile de renoncer à un smartphone qu'à du pain, de l'eau ou du chauffage. En revanche, la concurrence dans la production de biens répondant aux besoins essentiels est plus forte, les marchés sont déjà saturés. La constance des besoins est différente. Si l'on considère l'indice des plus grandes entreprises, par exemple celle du S&P 500, la durée moyenne de présence d'une entreprise dans cet indice est de 20 à 30 ans, pas plus. Et puis, l'entreprise disparaît de l'indice en toute sécurité. Par exemple, Kodak, autrefois prospère, se concentrait sur la production de films et d'appareils photo. Mais le progrès ne s'est pas arrêté et ils ont raté leur chance de se reconstruire, ils ont perdu leur activité. D'autres ont pris leur place. C'est le principe de concurrence dans le système capitaliste, où la concurrence est sans fin, y compris pour la satisfaction des besoins des consommateurs. Si, par exemple, vous souhaitez ouvrir votre propre imprimerie de journaux aujourd'hui, vous ferez probablement faillite, car les gens perdent progressivement le besoin de lire des journaux et des livres. Tout comme l'entreprise Kodak a fait faillite parce qu'elle n'a pas su répondre aux besoins en photo numérique et en technologie Internet. Autre exemple, le besoin de centres commerciaux. Pendant des années, la construction de grands centres commerciaux était rentable, les gens achetaient tout en magasin, mais les besoins ont progressivement évolué et aujourd'hui, la majeure partie du marché est occupée par les boutiques en ligne, les marketplaces et les services de livraison. Il faut des entrepôts, et non des magasins. Par exemple, Amazon. Les besoins du premier niveau ont évolué et ceux qui ont compris et suivi cette évolution ont été gagnants, tandis que ceux qui ont investi dans d'immenses espaces commerciaux et des centres commerciaux ont plutôt été laissés pour compte. Passons à autre chose. Pour analyser efficacement l'état de l'économie et de la demande, et étudier les besoins, il est nécessaire d'analyser les relations de cause à effet dans le comportement des individus. C'est ce qu'on appelle l'analyse causale. La température a baissé, ce qui signifie que les gens achèteront davantage de chauffage. La température a augmenté, ce qui signifie qu'ils achèteront des ventilateurs et des climatiseurs. Mais il y a 100 ou 200 ans, l'approche économique était différente, on essayait de tout expliquer par des formules et des interactions simples. Le premier à s'intéresser à ce dont je parlais, à la théorie causale en économie, fut l'économiste autrichien Karl Menger. Il fut le premier à expliquer le comportement du consommateur, reliant l'économie à la psychologie. Le prix ne se forme pas par le haut, mais par le bas, à partir de nos besoins individuels et de notre désir d'échange. Nous échangeons un produit ou un service contre un autre uniquement lorsque nous pensons tirer plus de profit de ce que nous avons acquis que de ce que nous donnons. Imaginons qu'une personne hypothétique possède beaucoup d'oranges et que l'autre possède beaucoup de pommes. La première a déjà mangé à sa faim et n'en veut plus. Son indice d'utilité marginale est faible, tandis que la seconde a mangé à sa faim, mais elle échangerait volontiers quelques-unes de ses pommes contre des oranges. Celui qui donne ses oranges et reçoit des pommes en retour valorise subjectivement les pommes plus haut, car il n'en a pas encore assez. A l'inverse, celui qui reçoit des oranges et les donne valorise davantage les oranges. Cependant, l'évaluation subjective du prix, et évaluation marginale, de ces deux sujets est différente, mais à un certain niveau de prix, les gens s'accorderont et un accord sera conclu. Une transaction survient toujours au moment où les deux parties pensent ne pas s'être trompées et que c'est rentable. Remarquez que lorsqu'une personne achète telle action, tel actif en bourse, au même moment, une autre personne est heureuse de s'en débarrasser et considère que c'est rentable pour elle-même. Prenons l'exemple des vendeurs de pommes au marché. Quelque part dans leur tête,
ils ont un prix minimum auquel ils sont prêts à vendre leurs produits. En dessous de ce prix, qu'ils pourrissent, c'est dommage pour leur travail. Mais l'acheteur a aussi en tête le montant maximum qu'il est prêt à payer pour manger des pommes. Et à l'intersection de ces nombres, de ces valeurs, le prix du marché se forme et la transaction a lieu. Vous marchez dans la rue, il fait chaud et vous avez envie d'une glace. Pour la première glace, vous êtes prêt à payer 3 $, car elle est très prisée et vous avez une utilité marginale subjective élevée. Pour la deuxième glace, vous êtes prêt à payer 1 $, et pour la troisième, l'utilité marginale sera si faible que vous n'en aurez pas besoin gratuitement, ni pour 50 centimes. Vous achetez un bien immobilier, un appartement vous plaisait et vous en avez vraiment besoin en ce moment. Mais le vendeur a fixé un prix trop élevé, car il n'est pas pressé de vendre son appartement, il a moins besoin d'argent que vous de son produit. Il n'est pas pressé et va simplement louer son appartement pour le moment. Autre situation, si le vendeur doit vendre l'appartement de toute urgence parce qu'il déménage dans une autre ville, il sera alors prêt à vous le vendre même légèrement en dessous du prix du marché, avec une décote, car il a un besoin urgent d'argent, il a peu de temps et son utilité marginale est bien inférieure à celle de l'acheteur. Si vous vendez de l'eau dans un désert brûlant, les assoiffés seront prêts à payer n'importe quelle somme pour un verre d'eau, et en situation de monopole, vous pourrez fixer le prix le plus élevé. Mais si la dimension morale entre également en jeu dans la détermination du prix. Comment pouvez-vous laisser des gens mourir dans le désert et ne pas leur donner d'eau s'ils n'ont pas assez d'argent pour s'en procurer? C'est comme si les chauffeurs de taxi augmentaient le prix de leur service s'il pleut dehors? L'évaluation peut également être influencée par l'hostilité personnelle entre l'acheteur et le vendeur, ainsi que par de nombreux autres facteurs subjectifs. Par exemple, le vendeur peut dire « Je ne vous vendrai pas spécifiquement à qui que ce soit, mais pas à vous ». Ce sont des exemples très simples, mes amis. J'espère que l'économie de marché, le capitalisme et la formation des prix deviennent plus clairs. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.